Bonjour Dominique Blanc-Francard. Bonjour. It's a Teenager Dream, c'est un rêve de teenager que vous réalisez, vous l'ingénieur du son mythique de l'histoire du disque en France. On va voir Stéphane Escher, on va voir Carla Bruni, on voit des tas d'artistes qui chantent avec vous, pour vous, que des amis. C'est vraiment un rêve de gosse ce disque-là. Vous êtes aujourd'hui celui qui, j'allais dire, un magicien des sons et qui fait cette musique que ces artistes aiment. Ben c'est un disque que j'aime beaucoup parce que c'est des chansons qui m'ont fait faire découvrir la musique en fait. Et c'est grâce à ça que je fais ce métier aujourd'hui. Donc en fait l'idée c'était de prendre ces chansons-là et puis de les revisiter en essayant d'avoir le son d'aujourd'hui sur les arrangements exacts et l'écriture musicale des versions originales. Oui, pourquoi c'est un rêve d'adolescent ? Pourquoi c'est un rêve d'adolescent ? Parce que c'est mon teenager dream, le rêve d'adolescent, c'est de découvrir la musique, de se rendre compte que c'est une passion et d'arriver jusqu'à l'âge canonique que j'ai aujourd'hui, de continuer à en faire, à en vivre et à vivre de ma passion. C'est vraiment un rêve d'enfant. Oui. On voit Sinclair, évidemment, vous le connaissez bien, c'est votre fils. Bien sûr. Il est sur l'album, hein. C'est le monde que nous connaissons. Oui, c'est toutes les... The World We Knew, c'est celui que nous connaissions, comme disait Frank Sinatra. Et c'est pour moi, le Teenager Dream, c'est de continuer à vivre ses rêves et de faire en sorte que la vie soit le prolongement de tout ce qu'on a voulu faire. Vous avez choisi évidemment ses amis, les amis d'aujourd'hui pour faire ce disque. En fait, j'ai eu l'envie de faire participer à ce projet des gens avec qui j'ai eu une aventure artistique. Donc ce ne sont que des gens pour qui j'ai réalisé soit des chansons, soit des albums, et essayer de les impliquer dans ce rôle étrange de reprendre des versions originales dans la couleur exacte de la version originale, ce qui est un truc qu'on fait en général jamais. Par exemple, I Only Want to Be With You, ça c'est Élodie Frégé. Alors ça, c'était une chanson très très compliquée à produire, parce qu'à la base, ce sont des Anglais qui ont découvert le travail de Phil Spector et qui voulaient refaire le mur du son. Ils se sont retrouvés dans un studio trop petit, il y avait plein de musiciens qui faisaient un bruit énorme et il y a même Jimmy Page qui jouait des guitares, d'ailleurs, sur la version originale. Et j'avais envie de retrouver ce son-là et d'entendre Élodie Frégé la chanter. Ouais. Toutes les générations se côtoient finalement. Mais on peut y voir notamment Salvatore Adamo. Mais Salvatore Adamo, chantant John Lennon et chantant la version de l'album Rock'n'Roll de Stand By Me par John Lennon, pour moi c'était un moment de bonheur intense parce que je savais que Salvatore pouvait chanter du rock'n'roll, mais il ne l'avait jamais pratiqué en fait. Écoutez-le, Salvatore Adamo. Stand by me. C'est extraordinaire, hein. Voilà, cet album, il est là, It's a Teenager Dream, avec cette pochette incroyable, qui est un peu, comme je dis, c'est le rêve d'enfant. Hein. Ouais, c'est ma première basse électrique, donc c'est aussi fait partie du rêve. C'est le jour où j'ai eu ma première basse entre les mains et je me suis dit, je vais vous montrer ce qu'on fait avec une basse électrique. En fait, on n'a pas changé, on reste pareil. C'est ça, Mort, c'est un des titres que vous jouez sur cet album. Oui, vous seul. C'est une version instrumentale qu'avait enregistré Jack Nitzsche sur l'album The Lonely Surfer. Et c'est un film italien qui s'appelait Mondo Cane. C'est la musique du film Mondo Cane. Et moi, j'ai eu envie de la rejouer la guitare à la place de la version violon qu'il avait faite lui, avec un son de guitare, c'est même que Shazam, un mix un peu entre Duane Eddy et Hank Marvin. Oui, on vous voit là, Dominique Blanc-Francard, sur ces images, en studio. C'est votre univers. Ah, c'est ma vie. Ça a toujours été votre vie. Bien sûr. Hein, ces consoles, ces micros. C'est fabuleux. Pour moi, le studio, c'est une maison, c'est un endroit où on capte les gens, on attend qu'ils soient en forme, on fait tout pour les mettre en forme. Je pense que le plus grand moment de joie dans un studio, c'est quand on est derrière la console, devant les haut-parleurs, que l'artiste commence à jouer ou à chanter et d'attendre le moment où c'est la bonne prise et de pouvoir dire « Stop mon gars, on l'a, on touche plus à rien ». Ça, c'est divin. Écoutez, Mort, Dominique Blanc-Francard.
Et tous ces souvenirs-là, voilà un livre qui arrive, It's a Teenager Dream, écrit avec Olivier Schmitt aux éditions Les Mots et le reste. C'est les souvenirs de cet enfant du rock que vous êtes, hein, dont les parents étaient déjà dans le son. Vous vous souvenez de tout ça, la rue Cognac-G Ça c'est... En fait, c'est 50 années de souvenirs de musique, de technologie, aussi de comprendre comment la façon d'écouter la musique a évolué chez les gens, puisque je raconte dans le bouquin mes tout premiers souvenirs de Europe 1, rue François 1er, avec les petits studios de radio, les premiers studios de disques, et puis petit à petit on passe à une technologie beaucoup plus sophistiquée, où le musicien est capable de jouer plusieurs parties tout seul, après de pouvoir capter la musique, de mettre dans un ordinateur, de pouvoir faire absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, tout est possible. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir été un voyageur qui s'est baladé dans ces années en regardant à gauche et à droite tout ce qui se passe. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé au moment où tout commençait, en fait. Vous commencez avec les Pingouins, hein, vous faites des disques, hein, vous êtes bassiste. Bassiste dans mon premier groupe de rock. Et donc, évidemment, on enregistre un disque et je me retrouve dans un studio d'enregistrement avec un gars qui était certainement très compétent pour autre chose, mais qui ne comprenait pas du tout le rock'n'roll. Donc, le son était juste très moche et j'étais énervé de ça. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de comprendre comment on fabriquait la musique enregistrée. Oui, vous allez découvrir le penpot. Par exemple, en écoutant Led Zeppelin. Voilà, c'est un fameux petit bouton sur les tables de mixage qui permet de faire passer le son de gauche à droite. Et j'entends pour la première fois Wall Lotta Love de Led Zepp. Et je me dis, mais comment c'est possible que le solo de guitare fasse zwing, zwing? On n'avait aucune idée de comment ce son avait été fait. Donc, après réflexion, j'ai fini par trouver comment c'était fait, fabriquer ce bouton. C'est ça, vous êtes des vrais artisans. Non, des pionniers. Vous inventez, vous bidouillez. Alors, par exemple, vous inventez le phasing en écoutant du Petula Clark. Alors, le phasing, c'était un son très bizarre qu'on a eu dans pas mal de disques psychédéliques de la fin des années 60. Et le premier que j'ai entendu, c'était Small Faces, un titre qui s'appelait Chiku Park. Après, il y a eu le In the Sky with Diamonds des Beatles. C'est toujours ce son qui arrive. Et pire encore, quelques mois après, j'entends L'Aigle Noir de Barbara. Et là, toute la batterie dans cet effet qui fait... On comprenait absolument pas comment c'était fait, jusqu'au jour où je reçois une bande à copier pour un client. Et cette bande, c'était un master de Petula Clark qui venait suivre au Vogue. Je mets la bande sur mon magnétophone, je fais play et j'entends cet incroyable effet que je cherchais à comprendre depuis des semaines. Donc je fais vite la copie au client, je m'en fais une pour moi et j'ai passé 3-4 jours à essayer de comprendre comment ça a été fait. Et quand j'ai trouvé la manière et la façon de le faire, mais j'étais plus heureux qu'un enfant dans un magasin de jouets à Noël. Vous racontez les mythiques années du Château d'Hérouville, oui, la rencontre avec Michel Magne, incroyable compositeur, fabuleux évidemment. Personnage magique. Oui. Hein, vous êtes dans ce château près de Paris, vous avez le Grateful Dead qui arrive avec ses instruments pas possibles. Incroyable, c'était une période complètement folle parce qu'en fait, c'était les débuts de la liberté à tous les niveaux. Au niveau de la musique, travailler dans un château, c'était pas travailler dans un studio. Les musiciens pouvaient dormir sur place, jouer de la musique toute la journée, aller se détendre à la piscine, travailler à l'heure qui leur plaisait. Et nous, on dormait pas. Stevens, il travaillait pas à l'heure qu'il Cat Stevens, lui, il était beaucoup plus rigoureux. Lui, il commençait à 9h du matin, il finissait à 8h du soir. Mais les Anglais commençaient à 4h d'après-midi, ils finissaient à 8h du matin. Donc on était en jet lag permanent. Je dormais 2 heures par nuit, mais c'était absolument fabuleux. Parce vous voyez débarquer David Bowie, Cat Stevens, Elton John, T-Rex, Mark Bolan, Commander Cody, Brian Auger, Joey Driscoll. Pendant 3 ans, j'ai vécu le plus beau stage qu'on puisse offrir à un ingénieur du son. Ouais. C'est de travailler avec les meilleures personnes du monde. Avec T-Rex, vous apprenez finalement un mixage incroyable. T-Rex, The Slider, en faisant cet album, Tony Visconti m'explique que je ne savais rien. Il avait probablement absolument raison. Il me fait démonter tout mon setup d'enregistrement, le reconstruit et m'explique comment on fait le son du rock'n'roll. Et grâce à lui, j'ai enfin compris ce que c'était le vrai son du rock'n'roll. Ouais, Pink Floyd débarque, enregistre Obscured by Cloud, la musique du film La Vallée. Magnifique, avec plein de synthétiseurs, des gens très brillants, très avant-gardistes, qui, au bout de 3 jours de ce film, me confient le mixage de la musique mono du film, parce qu'il travaille avec un Anglais qui n'avait pas trop compris comment ça marchait pour le cinéma. Et j'ai une photo dans le bouquin où je suis halluciné, parce que je suis derrière la console d'Hérouville. Moi, je ne servais que d'assistant technique sur le projet. Et il y a Roger Waters et David Gilmour qui me regardent, parce que le metteur en scène avait dit qu'il n'était pas très content du son de la musique. Il me regarde et me dit «
tu veux pas le mixer, toi, le film? Je me dis, oh là là, galère. Mais c'est marrant, c'est des souvenirs fabuleux. Oui, souvenirs fabuleux, évidemment, avec les Français aussi. Vous Bah, avez tous. Nougaro, avec lequel vous enregistrez de la musique africaine à l'extérieur. Vous inventez le son en plein air. Ben oui, parce que Nougaro arrive pour faire Locomotive d'Or avec une tribu de musiciens percussionnistes africains d'un niveau très élevé qui jouaient super bien avec des instruments qui font un bruit énorme. Quand on les installe dans le studio, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le son est juste horrible. Et coup de chance qui nous a sauvé la vie. On était en plein été. Et donc, je dis à mon producteur, on va les faire enregistrer dans la cour du château parce qu'il fait beau. Et là, on n'aura pas de problème de son. Et il me dit, t'es sûr? Oui, je suis sûr. On les sort dehors, on met des micros partout. Et effectivement, c'est une cour carrée qui sonnait un peu comme un concert à l'extérieur, quoi. Et d'un seul coup, le son s'est mis à marcher. Nougaro était heureux, le groupe était heureux, et on a fait un disque vraiment extraordinaire. Et quelques années, vous allez revoir Nougaro après, complètement sous, il va enregistrer un morceau, Oui, il c'était fait pour, pfut, il fait un bruit pendant le disque, mais vous le gardez parce que c'est la meilleure prise, c'est vrai ça? C'est-à-dire, on enregistrait l'album Récréation, il chantait une chanson de Charles Trenet, La Java du Diable. Il revient d'un dîner où il était assez arrosé, il se met derrière le micro, il avait un peu du mal à chanter, il était sévèrement éméché. Mais à l'époque, la technologie ne permettait pas toutes les facéties qu'on peut faire aujourd'hui. Donc il fait une superbe prise, mais à un moment donné, il fait juste au lieu de dire une syllabe, on se regarde avec notre réel, on dit bon, ben on garde ça, c'est sur le Regardez disque. tout ça. Vous racontez comment Alan Stivell était pas mal éméché aussi, hein? Alors, franchement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Oui, mais bon, il a toujours été spécialiste de la musique celte, il jouait très bien de la harpe. Mais l'anecdote, c'est de voir quelqu'un enregistrer une pièce de harpe magnifique pendant 7 minutes, venir écouter ce qu'il a enregistré. Il s'assied à côté de moi derrière la console, il écoute pendant 7 minutes, les yeux un peu mi-clos comme ça, et quand j'arrête la bande, il me regarde et me dit oh, « Mais c'est magnifique, j'espère que tu l'as enregistré ». Nino Ferrer, hein, il fumait pas que des Gauloises. Hein. Non, mais en même temps, c'était un grand gaillard très costaud. Il avait un groupe d'anglais avec lui et qui jouait très très bien. Mais c'est vrai qu'il fumait beaucoup de produits naturels, on n'a qu'à dire. Et ça mettait... Non, mais carrément, il avait des sacs d'herbe pure sur la console toute la journée. Il fumait ça. Et quand il se mettait en colère, Nino Ferrer, il devenait très violent. Et il a tapé un jour un grand coup de poing sur ma console parce qu'il y avait un clic dans son casque. Il a cassé 2 potentiomètres d'un coup. J'étais pas tranquille. Il y a des années incroyables. Chagrin d'amour, un tube. Vous n'acceptez pas de prendre un pourcentage sur les ventes. Ils vont en vendre 3 millions. Mais c'est toujours ça. C'est le hasard des choses fait qu'on ne sait jamais quelles sont les... C'est aussi la partie de risque et d'amusement. Ouais, il y a des enregistrements que vous avez presque effacés, des erreurs. Il y en a que j'ai effacés et que oui. par chance personne n'a voulu réécouter. Enfin, c'est tout un... C'est une aventure incroyable. Ouais, hein. une aventure. Évidemment, il va y avoir Gainsbourg. Mais racontez-moi l'engueulade entre Gainsbourg et Adjani sur cette histoire de mouchoir ou de Kleenex. De ce que j'ai cru comprendre pendant quelques heures, il s'était pris la tête parce que Gainsbourg avait écrit Kleenex sur un quai et Isabelle ne voulait pas entendre parler de ce mot. Elle disait à Serge, moi je ne connais pas les Kleenex, je ne connais que des mouchoirs. Donc ils sont embrouillés sur mouchoirs et Kleenex pendant 2h30. Et à un moment donné, Gainsbourg a dit tu sais quoi, t'as qu'à chanter Mouchoir, je m'en fous, mais tu signes les paroles, moi je veux pas signer Mouchoir. Et vous regarderez sur l'album, c'est co-signé Aznavour, c'est co-signé Adjani et Gainsbourg. Pas parce qu'elle a mis le mot mouchoir finalement. Si. Oui. Oui, uniquement parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ce mot. Et c'était comme ça des séances. Gainsbourg était quelqu'un Un jour, You're Under Arrest, et vous le voyez débarquer avec des flics. Hein. Ah oui, on était dans un petit studio à Pigalle, dans une sorte de garage qui a été transformé dans un super studio qui, pour l'époque, qui marchait très bien. Et Gainsbourg s'ennuyait pendant qu'on faisait des séances de mixage. Donc il était parti boire un coup à côté. Il revient avec 2 tapineuses et 2 CRS. Les filles partent au bout de 5 minutes. On dit, oh, nous, on va aller boire un coup. Et les 2 CRS restent dans la cabine. Et Gainsbourg me dit, vas-y, fais-leur écouter Double Titan. Double Titan, c'est un code qu'il y avait entre nous. C'est quand on met le bouton d'écoute à fond et que c'est très, 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 très fort. Et donc, il fait écouter You're Under Arrest aux 2 CRS qui sont médusés. Et après, Gainsbourg fait tout un numéro de charme pour essayer de récupérer un Nating ou un Calot. Et les autres disent, mais on peut pas donner ça, c'est nos instruments. Ouais, mais bon, pour me faire plaisir, il a toujours eu. C'est incroyable cette aventure. Évidemment, vous mixez Gabi au Gabi avec Bachung, vous voyez un tube naître. Absolument, parce qu'on avait commencé l'enregistrement et le texte n'était pas encore fait. On se retrouve dans un petit studio qui sonnait très bien, où Alain devait faire sa voix. Boris Bergman arrive avec le texte et Bachung découvre le texte, moi aussi. Il dit « Oh, je vais aller la chanter pour voir comment ça va ». Il va dans le studio. Il la chante une prise et j'éclate de rire. Je dis, mais j'ai jamais entendu un truc pareil. Et je leur dis, mais les mecs, vous êtes cinglés, c'est un énorme tube. Et eux,
plié de rire, mais dit non, ça ne marchera jamais, c'est bien trop drôle, ça ne pourra jamais passer à la radio. Quelle aventure, hein. Il y aura Étienne Dao, évidemment Stéphane Escher avec Wilfried Engelberg. On a construit des studios dans des casinos, dans des hôtels, c'est une période extrêmement prolifique. Et puis Carla Bruni, et puis tant d'autres. Finalement, c'est quoi être ingénieur du son, Dominique Blanc-Francard? Magicien des sons? Il y a la fameuse devise que j'aime bien répéter, un bon preneur de son, c'est quelqu'un qui prend le son et qui sait le rendre. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui prennent le son, puis on ne sait pas où il va, il disparaît. Mais sinon, c'est un travail qui consiste, à mon avis, aujourd'hui, 15% de technologie, 85% de psychologie, d'être capable de ne pas penser au matériel, d'être concentré sur une performance, de la capter, de rassurer l'artiste, de rassurer son producteur qui investit quand même dans un projet, et puis d'essayer de continuer à s'amuser en écoutant de la musique. Oui, c'est incroyable l'enregistrement du Loir-et-Cher avec Delpech. Parce que ça, c'est un moment, c'est incroyablement émouvant. Ben oui, parce que c'était la période où Michel était très très mal dans sa peau, ça n'allait pas du tout. Et vous savez, Delpech j'adorais ce bonhomme, c'était un chanteur exceptionnel. Franchement, c'est des chansons très dures à chanter. Et il avait une lumière autour de lui quand il chantait. Il trouvait son son de voix dans sa luminosité. Quand il n'était pas capable de la trouver, ce qu'il chantait et la façon dont il chantait, c'était juste très moche. Et il s'en rendait compte. Et du coup, ça faisait une sorte de... Mais il disait qu'il n'arrivait pas à chanter le refrain. Oui, vous avez retrouvé avec les couplets pendant des mois. Pendant quelques semaines, il y avait, on dirait que ça venait de marcher dans la boue. Le mot boue ne sortait pas parce que pour lui, ça lui semblait difficile alors qu'il y avait une autre note identique dans la chanson. Et ça a duré Donc il refusait. Mais il essayait, mais ça marchait pas. Et puis à un moment donné, il restait une heure. Au bout d'une heure, il était fatigué. Il s'en allait recommencer. Ça durait tous les jours comme ça. On recommandait les journées. Voilà. Et donc, c'était aussi une période où les maisons de disques avaient encore la matière possible pour permettre à un artiste de passer une semaine sur une chanson. Oui, mais ça a duré des semaines. Après, il a dû faire une cure de sommeil. Après, il est arrivé, il était malade carrément parce qu'il s'était mis une telle pression, je pense que c'était psychosomatique, il ne pouvait plus chanter du tout, il avait la voix cassée. Donc son directeur artistique avait été chez le médecin, l'emmener faire des piqûres, un truc qu'on met sur le nez, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des fumées et tout. Et puis le médecin avait dit, dans 2 heures, normalement il peut faire 1 minute de voix. Au bout de 2 heures, on lui dit, Michel, ça va? Il fait comme ça, bon. Il va dans le studio, il se met dans le micro, et j'entends plus rien au moment où j'appuie sur record. Il devait faire bout, et on entend clonk, et en fait, il est tombé par terre, et il s'était évanoui. Terminé. Donc il a fait une cure de sommeil. Il reviendra des semaines plus tard. Mais il revient après, en pleine forme, et il l'a fait en 2 minutes. En 2 minutes, il a fait le refrain. Voilà. Et il va alors qu'il avait passé 3 semaines, heureusement, parce qu'effectivement, c'était une chanson rescapée d'un album où toutes les chansons avaient disparu, et il en vendra, je crois, plus de 500 000 exemplaires. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Merci beaucoup, Dominique Blanc-Francard. It's a Teenager Dream, l'itinéraire d'un ingénieur du son. Quelle aventure! Et ça continue avec cet album vraiment magnifique. Hein, c'est toujours le rêve. Le rêve du gamin, là, que vous êtes, là. Exactement. C'est mon rêve de gamin, réalité. C'est en fait redonner à ces chansons la couleur d'aujourd'hui. J'ai imaginé en rêve que les producteurs des chansons du 1950 avaient notre équipement. Et donc, enfin, je pourrais entendre ce qu'on entendait dans le studio quand les musiciens jouent, et très différent quand on va dans la cabine écouter après. Et je me suis dit que si ils avaient le matériel qu'on a aujourd'hui, on écouterait quelque chose de très différent. Et en même temps, à travers la réalisation de ce projet, on a redécouvert l'amusement, l'innocence, la rapidité d'action. Ça ne devrait pas passer 3 jours sur une chanson, à l'instar de nombreux autres artistes. Et on s'est beaucoup amusé, et je pense que c'est ça qui est agréable à écouter. Merci beaucoup, Dominique Blanc-Francard. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci.